Merci Madame la Présidente, chers collègues. Alors derrière la bataille des retraites qui se noue à l'extérieur de cette enceinte, deux modèles de société s'opposent. Diminuer le temps de travail pour mieux partager les richesses ou travailler au seul bénéfice de l'accumulation indécente du capital. Cette proposition de loi, qui vise à fusionner les filières à responsabilité élargie des producteurs, d'emballage ménager et de papier, est l'occasion de débattre d'un autre antagonisme, au moins aussi important, celui qui oppose la logique d'accumulation du capital qui va de pair, et c'est le cœur du débat qu'on a aujourd'hui, avec la société de consommation et la préservation, d'un autre côté, des ressources naturelles. L'écologie scientifique et les sciences de l'environnement, je suis moi-même chercheur, nous enseignent que nous vivons dans une planète aux ressources naturelles finies. Or, le système économique qui régit nos activités, hélas, ne suit pas ces enseignements. Il nous pousse à produire et à consommer toujours plus, pour que certains puissent s'enrichir sans aucune limite. Or, dans un monde fini, cette spirale infernale du productivisme et du consumérisme n'est pas durable. Alors évidemment, il est toujours mieux de recycler une partie de nos déchets produits par cette société de consommation. Et nous progressons d'ailleurs en ce sens, puisque 72% de nos emballages sont aujourd'hui recyclés. Mais le recyclage aussi produit des gaz à effet de serre et induit une dépense énergétique. Ces avancées ne doivent donc pas masquer, c'est ça que je voulais aussi dire aujourd'hui, le fait le plus important, l'absence de baisse en volume des ordures ménagères. En effet, les ménages français produisent 39 millions de tonnes de déchets par an, contre 36 millions en 2005. Chaque Français peut d'ailleurs se rendre compte de la multiplication des emballages, notamment pour des raisons de marketing ou de packaging. Nos sacs de tri ne désemplissent pas, bien au contraire. Le consommateur a du coup l'impression de remplir sans fin le tonneau des Danaïdes. On lui demande en plus de payer le recyclage des emballages, parce qu'au bout du bout, c'est bien sur le prix que se retrouve ce coût, qui lui sont souvent imposés d'ailleurs par la société de consommation et son lot de publicité. Pire, le déchet devient une marchandise comme les autres, source de profit pour certains. Il est alors, pour vous, urgent par exemple de fusionner deux filières de recyclage. Alors, pour que la moins rentable bénéficie de la plus rentable, ici les plastiques, même si vous semblez dire que ce n'est pas le cas. Mais une filière est rentable si le flux est important, donc si le nombre de déchets augmente. La logique du marché pousse donc à augmenter le nombre de déchets recyclés. Ne voyez-vous pas le caractère pernicieux de cette logique? L'idée que nous résoudrons par le marché et le recyclage le pillage des ressources naturelles et la pollution qu'elle engendre a prévalu depuis plus de 30 ans. Les principes du pollueur-payeur s'inscrivent dans cette logique. Ce principe montre aujourd'hui ses limites. Notre empreinte écologique a même réaugmenté entre 2015 et 2019. Cette proposition de loi ne porte pas de vision de réduction des déchets, ni de remise en cause du modèle de surproduction et de surconsommation. Comme les déchets sont valorisés, ils ne constituent plus pour vous un problème écologique, mais bien une source de profit. Or, pour nous, il est urgent de sortir la gestion des déchets de la logique, justement, du marché. Alors, si des synergies pourraient effectivement être trouvées entre deux filières à REP, l'exposé des motifs est peu convaincant sur le sujet. De nombreux observateurs des filières en question doutent de l'utilité d'une telle fusion. D'ailleurs, un amendement du rapporteur adopté en commission précise qu'il y aura une séparation stricte entre producteurs d'emballage, ménagers et de papier dans le calcul de leur éco-contribution. Mais pour la LFI, il est surtout essentiel de réduire la quantité de déchets que nous produisons. Le meilleur déchet est en effet celui que nous ne produisons pas. Des solutions existent. Je ne vais pas les énumérer ici, mais il est évidemment urgent d'interdire immédiatement les plastiques à usage unique et le suremballage, de rendre obligatoire le recyclage, le compostage. Mais rien dans cette PPL, hélas, ne permet d'avancer dans ces directions. Passons maintenant, évidemment, à l'article 2, qui vise à conserver l'exemption pour le secteur de la presse, qui risque d'être supprimée par la loi AGEC, afin qu'il contribue, et c'est le choix de cette PPL, en nature à la filière REP et non financièrement. Alors, il faut bien évidemment aider les éditeurs de presse qui sont effectivement fragilisés, notamment par l'augmentation des prix du papier et de l'énergie. Mais en réalité, cette PPL ne permet pas de résoudre le problème. En rien, cette exemption ne permet de contrebalancer l'augmentation des coûts actuels pour la presse. Il faut surtout revoir la manière dont sont attribuées les aides, afin de favoriser le pluralisme de la presse, en soutenant les médias de proximité. Or, ce n'est pas la priorité du gouvernement, puisque pour le budget 2023, les moyens alloués aux médias de proximité diminuent à euro constant. Par ailleurs, l'exonération de l'éco-contribution créerait un précédent important qui pourrait conduire à une remise en cause plus générale du fonctionnement des REP. Nous ne devons pas mélanger les différents sujets. Je sais que la presse est mobilisée sur le sujet, mais obtenir cette exonération est une victoire, selon moi, à la Pyrrhus. Le gouvernement pourra toujours prétexter d'avoir cédé sur ce point au lieu de trouver de vraies solutions à la crise que connaît actuellement la presse. Pour toutes ces raisons, dans la rédaction actuelle, le groupe LFI votera contre cette PPL. Merci.